À 9h17, le matin du 12 juillet 1944, le sergent Frank Kwiatek s'accroupit dans les ruines d'une ferme en pierre à l'ouest de Saint-Lô, observant une haie dense du bocage à 220 mètres de là, à travers une lunette de visée dont ses camarades s'étaient moqués pendant 6 semaines. 38 ans tireurs vétérans, 0 tir confirmé dans cette campagne. Les Allemands avaient 11 tireurs d'élite opérant dans les haies de la Madeleine, et au cours des 72 dernières heures, ils avaient tué 14 hommes du 313e régiment d'infanterie. Le commandant de compagnie de Frank avait qualifié son fusil de relique. Les autres chefs de section l'appelaient « sa canne d'aveugle ». Lorsqu'il avait déballé le fusil de précision Springfield M, un 903 A4 avec sa lunette Weaver au camp d'entraînement, l'armurier avait demandé si c'était pour chasser le cerf ou les Allemands. Frank avait expliqué que c'était pour les Allemands. Le fusil pesait 4 kg et 300 grammes. La lunette ajoutait un poids minime. Le garand distribué à tous les autres hommes de son bataillon pesait 4 kg et 300 grammes sans aucun grossissement. Le fusil de Frank était à verrou 5 cartouches. Le garand était semi-automatique, 8 cartouches. Le capitaine Miller lui avait ordonné de laisser ce fusil obsolète dans sa tente et de porter une vraie arme. Frank l'avait porté quand même. Le 313e régiment d'infanterie avait débarqué en Normandie à la fin du mois de juin 1944. Ils se battaient depuis des semaines. Ils avaient pris Cherbourg. Ils l'avaient tenu, mais ils n'avaient pas pris la colline 192 et ils n'avaient pas nettoyé les parachutistes allemands des denses haies à l'ouest de la rivière Vire. La colline 192 mesurait 168 mètres de haut. 500 hommes, de nombreux nids de mitrailleuses. Le bataillon de Frank avait attaqué le 7 juillet. Ils s'étaient battus pendant 5 jours. Ils avaient perdu 34 hommes tués et 279 blessés avant de finalement prendre le versant ouest le 11 juillet. Jusque-là, Frank n'avait tiré avec son Springfield exactement 0 fois au combat. Le bocage autour de Saint-Lô était différent. Pas de bunker en béton, pas de position fixe, juste des soldats allemands qui s'étaient repliés vers le sud et s'étaient enterrés dans des haies épaisses de 3 mètres. Certains de ces soldats étaient des tireurs d'élite. Ils avaient des fusils carabineurs 98 K avec lunettes. Ils connaissaient le bocage. Ils savaient comment attendre. Le 9 juillet, un tireur d'élite a tué le caporal Davis alors qu'il remplissait des gourdes à un ruisseau. Le 10 juillet, un autre tireur d'élite a tué 2 hommes de la compagnie L lors d'une patrouille. Le 11 juillet, 3 autres hommes sont morts. L'un d'eux a reçu une balle dans le cou depuis un chêne que la patrouille avait croisé 2 fois. Le commandant du bataillon a convoqué Frank cette nuit-là. Les tireurs d'élite allemands tuaient ces hommes plus vite que l'artillerie. Il avait besoin de quelqu'un qui savait tirer. Il voulait savoir si ce fusil à lunettes pouvait réellement toucher quelque chose. Frank a expliqué ses références. Qualifié expert des groupements de 15 cm à 550 mètres, avec mire métallique, 5 cartouches dans un cercle de 10 cm à 270 mètres avec la lunette. Le commandant lui a donné jusqu'au matin pour le prouver. Si vous voulez voir comment le fusil de Frank s'est comporté face aux tireurs d'élite allemands entraînés pour la guerre des haies, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ».
Cela nous aide à partager d'autres histoires oubliées, comme celle-ci. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Retour à Frank. Frank a passé la nuit à vérifier son fusil. Il a vérifié les supports de la lunette. Il a chargé 5 cartouches de calibre 30-06, des munitions militaires standards. La même cartouche que tirait le garant. À l'aube du 12 juillet, Frank s'est mis en position dans les ruines d'une ferme en pierre que son bataillon avait capturée 3 jours plus tôt. La ferme surplombait les champs clôturés à l'ouest de la Madeleine. Les renseignements disaient que les tireurs d'élite allemands opéraient depuis les grands chênes, poussant dans les haies de cette zone. Certains d'entre eux atteignaient 25 mètres de haut avec des troncs d'1,5 mètre d'épaisseur. Un tireur d'élite pouvait grimper dans l'un de ces arbres avant l'aube et y rester toute la journée sans être vu. Frank n'avait amené aucun observateur, aucun opérateur radio, juste son fusil, une gourde et 60 cartouches sur des lames chargeurs. Il s'installa dans les ruines et commença à observer les arbres à travers sa lunette. La lunette Weaver avait un grossissement de 2,5 fois. Pas beaucoup, mais assez pour voir dans les branches un mouvement que l'œil nu manquerait. Le bocage n'était jamais silencieux. Oiseaux, insectes, le son lointain de l'artillerie. Frank avait appris à filtrer le bruit et à se concentrer sur le mouvement. Il balaya l'arbre lentement, de gauche à droite, de haut en bas. À 9h17, il le vit. Une branche bougea. Pas de vent, juste un petit déplacement. À 26 mètres de haut dans un chêne à 220 mètres de là. Frank observa. La branche bougea encore. Puis il vit la forme. Un homme vêtement camouflé positionné dans une fourche où 3 branches se rencontraient. Le tireur d'élite allemand regardait vers l'est, observant le chemin où le bataillon de Frank avait transporté des fournitures. Frank ajusta sa lunette. Il contrôla sa respiration. La détente du Springfield était douce. Il allait maintenant découvrir si son fusil pouvait tuer un homme entraîné à le tuer en premier. Frank pressa la détente. Le fusil recula dans son épaule. Le son claqua à travers le bocage, à 220 mètres de là. Le tireur d'élite allemand eut un spasme et tomba. Il chuta à travers les branches. Son corps dégringola de 26 mètres et heurta le sol près de la base du chêne. Frank actionna le verrou. La douille vide fut éjectée. Il chambra une autre cartouche. Il garda sa lunette sur l'arbre, attendit un mouvement. Rien. Le partenaire du tireur d'élite devait être proche. Les tireurs d'élite allemands travaillaient en binôme. Un tireur, un observateur. Si Frank venait de tuer le tireur, l'observateur était quelque part dans cet arbre, ou dans les arbres voisins. Frank scruta les chênes environnants. Le grossissement de 2,5 fois de la lunette l'obligeait à chercher lentement. Chaque arbre pouvait cacher plusieurs hommes. La canopée créait des ombres qui rendaient les formes impossibles à distinguer sans une observation minutieuse. À 9h43, il trouva le deuxième tireur d'élite. Un arbre différent à 55 mètres au nord du premier. Celui-ci était plus bas, peut-être à 15 mètres de haut. Le soldat allemand descendait le long du tronc en retraite. Il avait entendu le tir et savait que sa position était compromise. Frank visa, anticipa le mouvement, tira. Le deuxième tireur d'élite tomba en arrière de l'arbre. Son fusil cliqueta à travers les branches devant lui. Les deux heurtèrent le sol du bocage, à quelques secondes d'intervalle. 2 tirs, 2 éliminations. Frank rechargea son Springfield à partir d'une lame chargeur. Ses mains étaient instables.
Sa respiration était contrôlée. À 11h21, une balle allemande frappa le mur de pierre à 15 cm de la tête de Frank. L'impact projeta de la poussière sur son visage. Il roula sur la gauche et se pressa contre le mur de la ferme. Le tir venait du sud-ouest. Une direction différente de celle des 2 premiers tireurs d'élite. Frank attendit 3 minutes avant de bouger. Il rampa jusqu'à sa position de tir et observa les arbres au sud-ouest. Le tireur se serait déplacé après avoir tiré. C'était la doctrine de base des tireurs d'élite. Tirer et se relocaliser. Mais dans une végétation aussi dense, les options de relocalisation étaient limitées. Frank le trouva à 11h38, le 3e arbre, à partir de la gauche, dans un groupe de 5 chênes à 22 mètres de haut. Le tireur d'élite allemand s'était repositionné sur une branche différente, mais était resté dans le même arbre. Une erreur. Frank plaça le réticule sur la forme sombre et tira. Le 3e tireur d'élite tomba sans faire de bruit. À midi, Frank avait tué 5 tireurs d'élite allemands. La nouvelle se répandit dans le bataillon. Les hommes qui s'étaient moqués de son vieux fusil demandaient maintenant s'ils pouvaient le regarder travailler. Frank refusa. Les spectateurs attiraient l'attention. L'attention attirait les tirs. Les tireurs d'élite allemands s'adaptèrent après la 5e élimination. Ils cessèrent de bouger pendant la journée. Frank passa l'après-midi à observer les arbres sans rien voir. À 16h, il retourna au quartier général du bataillon. Le capitaine Miller l'attendait. La moquerie avait disparu de sa voix. Il voulait que Frank soit de retour en position à l'aube. Le 13 juillet commença avec la pluie, une forte pluie d'été normand qui transforma le sol du bocage en boue et rendit les arbres invisibles au-delà de 90 mètres. Frank resta assis dans les ruines et attendit que le temps s'éclaircisse. La pluie s'arrêta à 8h15. À 8h45, une visibilité suffisante était revenue pour travailler. Frank repéra le premier tireur d'élite de la journée à 9h12. Le soldat allemand avait grimpé en position pendant la pluie. Intelligent. Le bruit de la pluie masquait les mouvements. Ce tireur d'élite avait choisi un arbre à 265 mètres, une plus longue portée qu'hier. Intelligent aussi. Ils apprenaient ses capacités. Frank compensa la distance et tira. Le tireur d'élite tomba. La 6e élimination entraîna une réponse que Frank n'avait pas anticipée. À 9h57, des mortiers allemands commencèrent à frapper la zone autour de sa ferme en ruine. Ils avaient triangulé sa position en fonction de la lueur du canon ou du son. Les premiers obus tombèrent 36 mètres trop court. La 2e salve tomba 18 mètres trop court. La 3e salve allait frapper les ruines. Frank attrapa son fusil et courut. Il sprinta vers le nord le long de la haie et plongea dans un cratère d'obus. Au moment où la 3e salve frappa le mur qu'il avait occupé quelques instants auparavant, disparut dans les explosions et les débris volants. Il se relocalisa vers une position différente, un tronc abattu à 109 mètres au nord de la ruine détruite. L'arbre offrait une couverture et une vue dégagée sur les champs. Frank s'installa et reprit son observation. Les Allemands envoyèrent plus de tireurs d'élite cet après-midi-là. Ils savaient que Frank les traquait. Ils le traquaient en retour maintenant. La dynamique avait changé. Ce n'était plus du tir sur cible. C'était un duel. À 14h23, Frank tua son 7e tireur d'élite. À 15h41, il tua son 8e.
Celui-ci avait grimpé haut à 28 mètres dans un chêne. Une bonne dissimulation, mais la hauteur créait une silhouette contre le ciel lorsque l'angle du soleil changeait. À 17 heures, le capitaine Miller envoya un messager pour ramener Frank. Frank avait été en position pendant 9 heures. Miller voulait des chiffres. Frank rapporta 8 éliminations confirmées en 2 jours. 12 cartouches, tirées 8 éliminations, 4 ratées. Miller assigna Frank à poursuivre les opérations de tir de précision dès l'aube, le 14 juillet. Cette nuit-là, Frank nettoya son Springfield et considéra les mathématiques. 11 tireurs d'élite allemands opérant dans les haies de la Madeleine. 8 maintenant, morts, 3 restants. Ces 3-là seraient les meilleurs ceux qui avaient survécu le plus longtemps. Et maintenant, il savait exactement à quoi ressemblait Frank et exactement quel fusil il portait. Frank chargea son arme avec 5 cartouches neuves et essaya de dormir. À 3 heures du matin, il abandonna et s'assit dans sa tente, le fusil sur les genoux. La pluie recommença à 4h15. À 5h30, elle était assez forte pour que les opérations de l'aube soient retardées. Frank utilisa ce temps pour se déplacer vers une nouvelle position. Pas la ruine, pas l'arbre abattu quelque part où les Allemands ne l'attendraient pas. Il choisit un endroit à 64 mètres au sud de sa position précédente, un amas de rochers qu'une unité d'infanterie avait utilisé comme nid de mitrailleuse quelques jours plus tôt. La position offrait une bonne couverture et des champs de tir croisés sur les haies. Il s'installa et attendit que la pluie s'arrête. À 7h43, la pluie se calma en une bruine. La visibilité s'améliora. Frank commença à observer les arbres. À 8h17, le 14 juillet, il trouva le tireur d'élite numéro 9. Le soldat allemand était positionné dans un pommier à 173 mètres de là. Bas, à seulement 12 mètres de haut. Inhabituel. La plupart des tireurs d'élite grimpaient haut pour avoir de meilleures lignes de vue. Celui-ci avait choisi la dissimulation plutôt que l'élévation. Le feuillage touffu créait une cachette naturelle qui serait invisible depuis le niveau du sol. Mais Frank n'était pas au niveau du sol. Il était surélevé sur les rochers. L'angle lui donnait une vue plongeante dans les feuilles. Il pouvait voir la forme sombre des épaules et de la tête du tireur. Frank visa, contrôla sa respiration, commença à presser la détente. Puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. La position était trop évidente, trop facile. Frank chassait les tireurs d'élite depuis 3 jours. Il avait tué 8 hommes. Les 3 restants ne feraient pas d'erreurs élémentaires. Ils ne se positionneraient pas là où un tireur surélevé pourrait les repérer, à moins que ce ne soit un appât. Frank baissa son fusil et scruta les arbres environnants. Si le tireur dans le pommier était un appât, le vrai tireur serait positionné pour le couvrir, guettant quiconque tirerait, attendant la lueur du canon, prêt à riposter. Frank observa les arbres méthodiquement de gauche à droite, de haut en bas. Il vérifia chaque arbre dans un rayon de 274 mètres autour du pommier. Cela prit 11 minutes. À 8h28, il trouva la vraie menace. Un grand chêne à 73 mètres au nord-ouest du pommier à 27 mètres de haut. Le tireur d'élite allemand était positionné dans une cachette parfaite. Des branches et du lierre le dissimulaient de 3 côtés. Il avait une ligne de vue dégagée sur la position précédente de Frank près de l'arbre abattu. Il attendait que Frank apparaisse là-bas ou qu'il tire sur l'appât dans le pommier.
Franck avait deux problèmes. Premièrement, le vrai tireur observait le mauvais endroit. Si Franck lui tirait dessus, le son révélerait la position réelle de Franck. Le tireur se relocaliserait avant que Franck ne puisse actionner le verrou et chambrer une autre cartouche. Deuxièmement, si Franck ne faisait rien, le tireur finirait par réaliser que Franck n'était pas près de l'arbre abattu et commencerait à le chercher. Franck décida d'utiliser l'appât contre eux. Il visa le faux tireur d'élite dont le pommier s'ajusta pour le vent, tira. Le faux tireur d'élite eut un soubresaut et tomba du pommier. Franck pivota immédiatement son fusil vers le grand chêne à 27 mètres de haut. Le vrai tireur réagirait au tir. Il se tournerait vers le son. Cette rotation créerait un mouvement. Franck le vit. Un léger décalage. Le tireur se repositionnait pour faire face à l'emplacement de Franck. Franck plaça le réticule sur la forme sombre et tira avant que le tireur ne puisse se tourner complètement. Le vrai tireur tomba. Son fusil chuta après lui. 2 tirs, 2 éliminations. Mais Franck avait révélé sa position à quiconque observait. Il attrapa son fusil et ses munitions et courut. Il se déplaça vers l'est le long de la ligne de rochers et se laissa tomber dans un fossé de drainage à 36 mètres de là. Il se pressa dans la boue et attendit. À 8h34, des tirs de mitrailleuses allemandes balayèrent dans les rochers où il avait été positionné 6 secondes plus tôt. Les balles soulevèrent de la poussière et des éclats de pierre. Le tir dura 17 secondes. Quand il s'arrêta, Franck compta jusqu'à 60 avant de bouger. Il se relocalisa à nouveau cette fois vers une position à 91 mètres à l'est, un cratère d'obus partiellement rempli d'eau de pluie. Franck s'installa dans le cratère avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Il posa le fusil Springfield sur le bord du cratère et reprit son observation des arbres. 10 éliminations, confirmait un restant. Le 11e tireur d'élite serait le meilleur, le plus intelligent, le plus expérimenté. Il avait regardé 10 de ses camarades mourir en 3 jours. Il connaissait les tactiques de Franck. Il connaissait le fusil de Franck. Il connaissait la position approximative de Franck. Et quelque part dans ses haies, il observait, attendait, planifiait. Franck scruta le bocage à travers sa lunette. Le grossissement de la lunette Weaver rendait les formes lointaines visibles, mais pas identifiables. Chaque point sombre pouvait être une branche ou un homme. Franck devait étudier chacun d'eux attentivement. À 9h47, il réalisa son erreur. Le 11e tireur d'élite n'était pas dans les arbres. Il était sur le sol et il se déplaçait vers la position de Franck. Franck vit le mouvement à la limite de sa vision périphérique à 55 mètres au sud près du sol. Une forme se déplaçant à travers les broussailles parallèlement à la ligne d'arbres. Le tireur d'élite allemand utilisait la végétation du sol pour se couvrir. Fougères, buissons, branches mortes. Il rampait vers la dernière position connue de Franck au niveau des rochers. Franck resta immobile dans le cratère rempli d'eau. Le Springfield était déjà épaulé. Sa respiration était contrôlée, mais l'angle était mauvais. Le bord du cratère bloquait sa vue sur le tireur qui approchait. Franck devrait se lever pour avoir un tir dégagé. Se lever l'exposerait. Le tireur d'élite allemand s'arrêta de bouger à 9h52. Il avait atteint une position à 36 mètres des rochers. Franck observa à travers sa lunette. Le tireur étudiait les rochers, cherchant un mouvement, un quelconque signe de sa cible. Franck attendit. La patience était la compétence première du travail de tireur d'élite.
La capacité à rester immobile, à laisser le temps passer à attendre le bon moment, plutôt que de forcer un mauvais tir. À 9h58, le tireur d'élite allemand recommença à bouger. Il rampa vers l'avant, à 32 mètres des rochers. 27 mètres, 22 mètres. Il approchait par le côté sud, le côté que Frank avait utilisé lorsqu'il avait évacué sous les tirs de mitrailleuse. Frank comprit la tactique. Le tireur d'élite allemand avait observé l'attaque à la mitrailleuse. Il savait que Frank s'était déplacé vers l'est depuis les rochers. Il se frayait maintenant un chemin le long de la voie d'évacuation, la plus probable, traquant Frank de la même manière que Frank l'avait traqué. À 10h03, le tireur d'élite allemand atteignit les rochers. Il se déplaça dans le nid de mitrailleuse et prit position face à l'est, vers le fossé de drainage, vers la zone où Frank aurait dû se relocaliser. Le tireur était maintenant à 34 mètres de la position réelle de Frank, dans le cratère rempli d'eau. Mais il regardait dans la mauvaise direction. Son dos était exposé. Frank avait un tir dégagé. Le centre de la masse à 34 mètres. Un tir facile, même sans lunettes. Mais Frank hésita. Ce tireur d'élite avait survécu à 10 jours d'opérations américaines dans les haies de la Madeleine. Il avait survécu à 10 autres tireurs d'élite allemands. Des hommes qui avaient été tués parce qu'ils avaient fait des erreurs. Cet homme ne ferait pas d'erreur. La position dans les rochers était trop exposée, trop vulnérable. Aucun tireur d'élite expérimenté n'y resterait plus de quelques secondes. Cela devait être un autre leurre, une autre position d'appât. Frank garda sa lunette sur le tireur d'élite dans les rochers, mais élargit sa conscience à la zone environnante. Si cette position était un appât, la vraie menace serait positionnée pour le couvrir quelque part, avec une ligne de vue sur quiconque prendrait le tir. À 10h06, Frank la trouva. Un deuxième soldat allemand à 64 mètres au nord-ouest des rochers, derrière un tronc d'arbre abattu. Ce soldat ne bougeait pas, ne se repositionnait pas. Il observait simplement, attendait. Son fusil était braqué vers le fossé de drainage, où Frank aurait dû se cacher. 2 hommes, pas un. Le 11e tireur d'élite avait amené du soutien. Ou peut-être étaient-ce les 2 derniers tireurs d'élite, les numéros 10 et 11, travaillant ensemble. Frank prit sa décision. Il ne pouvait pas tirer sur les 2 hommes avant qu'ils ne réagissent. Le Springfield à verrou l'obligeait à actionner le mécanisme entre les tirs. Cela leur laissait le temps de le localiser et de riposter. Il lui fallait une approche différente. Frank descendit lentement plus profondément dans l'eau. Il s'immergea jusqu'à ce que seuls ses yeux et le sommet de sa tête restent au-dessus de la surface. Il garda le Springfield pointé vers le ciel pour empêcher l'eau d'entrer dans le canon. Puis, il attendit. À 10h13, le soldat allemand dans les rochers se leva. Il avait passé 10 minutes à observer le fossé de drainage et n'avait rien vu. Il croyait que Frank s'était déplacé plus loin vers l'est. Il se tourna et fit signe à son partenaire, derrière l'arbre abattu. Les 2 hommes commencèrent à se déplacer vers l'est parallèle, l'un à l'autre, à 64 mètres d'écart. Ils exécutaient un balayage prévoyant de débusquer Frank ou de trouver sa position. Frank resta dans l'eau, immobile. Les 2 soldats allemands passèrent devant son cratère. Ils étaient maintenant entre Frank et la ligne d'arbres. Leur dos était exposé. Frank se leva de l'eau. Lentement, silencieusement, il porta le Springfield à son épaule. L'eau gouttait du canon, de son uniforme, de son visage. Il visa le soldat le plus proche,
celui qui avait été dans les rochers, maintenant, à 38 mètres de là. Frank tira. Le soldat tomba. Frank actionna le verrou chambra. Une autre cartouche fit pivoter le fusil vers le deuxième soldat derrière l'arbre abattu. L'homme se tournait, levant son arme. Frank tira le premier. Le deuxième soldat tomba. 11 tirs en 3 jours. 11 tireurs d'élite allemands morts. Frank avait nettoyé les haies de la Madeleine de la menace qui avait tué 14 Américains en 72 heures. Mais alors que Frank sortait du cratère et récupérait ses douilles vides, il entendit un son qui le figea. Des voix allemandes venant de la ligne d'arbres, plusieurs hommes se déplaçant vers les soldats tombés. Frank avait tué les tireurs d'élite, mais les tireurs d'élite ne travaillaient pas seuls. Frank se laissa retomber dans le cratère. L'eau était froide, boueuse. Il s'immergea jusqu'à ce que seuls ses yeux restent au-dessus de la surface. Il tint le Springfield verticalement pour garder le canon dégagé. Les voix allemandes devinrent plus fortes. Au moins 6 hommes, peut-être plus. Ils se déplaçaient vers les 2 tireurs d'élite morts. Frank entendit des branches se briser de l'équipement cliqueter. Ce n'étaient pas des tireurs d'élite, de l'infanterie, une patrouille ou une équipe de récupération envoyée pour ramasser les corps. Frank compta les secondes. Les voix s'arrêtèrent à l'emplacement du premier corps à 38 mètres de son cratère, assez près pour qu'il puisse les entendre clairement, même sans comprendre les mots. Puis les voix passèrent au deuxième corps. Plus de conversation des tons urgents. À 10h28, les voix commencèrent à bouger à nouveau, non pas vers la ligne d'arbres, mais vers le cratère de Frank. Ils avaient trouvé ses traces. Des empreintes de bottes, dans la boue, menant des rochers au cratère. Frank avait fait attention au bruit et au mouvement. Il n'avait pas fait attention aux traces. Frank avait 5 cartouches dans le Springfield, 6 soldats allemands au minimum. De mauvaises chances pour un fusil à verrou. Il considéra ses options. Rester caché et espérer qu'ils passent à côté ou se battre. Les voix se rapprochèrent. 27 mètres, 22 mètres, 18 mètres. À 10h31, un soldat allemand apparut au bord du cratère. Il regardait directement Frank en bas. Leurs yeux se croisèrent. Frank tira depuis l'eau. Le soldat tomba en arrière. Frank actionna le verrou tout en étant encore submergé, chambra une autre cartouche, se leva. 2 autres soldats étaient au bord du cratère. Frank tira, actionna le verrou, tira à nouveau. Les 2 soldats tombèrent. 3 cartouches restantes. Frank pouvait entendre des cris. D'autres soldats se déplaçaient vers lui. Il grimpa hors du cratère, par le côté nord, s'éloignant des voix qui approchaient. Il courut sur 18 mètres et se laissa tomber derrière un arbre abattu. Des tirs de fusils allemands claquèrent à travers le bocage. Les balles frappèrent le sol autour du cratère, autour de l'arbre abattu. Les soldats tiraient sur le mouvement, sur le son, pas sur des cibles confirmées. Frank resta bas. Il observa la zone à travers sa lunette. Vit du mouvement. 2 soldats avançant vers le cratère. À 45 mètres. Frank visa le soldat de tête. Tira. Le soldat tomba. Le deuxième soldat plongea pour se mettre à couvert. 2 cartouches restantes. Frank entendit d'autres voix derrière lui. Les Allemands le contournaient. Un groupe approchant du sud, un autre de l'est. Frank était sur le point d'être encerclé. Il prit sa décision. Il ne pouvait pas gagner une fusillade avec un fusil à verrou contre plusieurs soldats équipés d'armes automatiques. Il devait rompre le contact, se replier vers les lignes américaines. Frank attrapa son fusil
et courut vers le nord. Il sprinta à travers les broussailles épaisses. Les ronces accrochèrent ses bottes. Les branches fouettaient son visage. Les tirs de fusils allemands le suivirent. Les balles passèrent en sifflant, frappèrent les arbres, soulevèrent la terre. Frank courut pendant 90 secondes avant de plonger dans un autre cratère d'obus. Celui-ci était sec. Il se pressa contre la paroi du cratère et écouta. Les voix allemandes étaient lointaines maintenant. Ils n'avaient pas poursuivi. Ils se regroupaient autour de leurs morts. Frank vérifia son fusil. De la boue sur la crosse de l'eau dégoulinant encore du canon. Il lui restait 2 cartouches et aucune lame chargeur. Les chargeurs étaient dans son sac. Le sac était quelque part près du cratère rempli d'eau. À 10h47, Frank recommença à bouger, sans courir, en marchant, en restant bas, en utilisant le terrain pour se couvrir. Il se déplaça vers le nord-est, vers les lignes américaines. Le bocage était calme. Pas de voix, pas de mouvement, juste le son de sa propre respiration et le grondement lointain de l'artillerie. À 11h13, Frank atteignit le périmètre américain. Une sentinelle le défia. Frank s'identifia. La sentinelle le fit passer. Frank marcha jusqu'au quartier général du bataillon et fit son rapport au capitaine Miller. Miller voulait un débriefing complet. Frank le fournit. 11 tireurs d'élite allemands tués en 4 jours. 12 cartouches tirées contre les tireurs d'élite. 11 coups au but. Puis une fusillade avec l'infanterie. 3 autres éliminations. 5 cartouches au total dans cet engagement. Miller posa des questions sur l'état des munitions. Frank n'avait plus que 2 cartouches. Miller posa des questions sur le fusil. Frank dit qu'il était fonctionnel, mais avait besoin d'être nettoyé. De la boue dans le mécanisme, de l'eau dans le canon. Miller dit à Frank de nettoyer son fusil et de se reposer. Aucune opération le lendemain. Le bataillon se déplaçait vers l'est. Les haies de la Madeleine n'étaient plus une priorité. Les Allemands évacuaient la zone. Les renseignements suggéraient qu'ils termineraient leur retrait d'ici 2 semaines. Frank retourna à sa tente. Il démonta le Springfield sur le terrain et passa 2 heures à nettoyer chaque composant. De l'huile et des chiffons passés dans le canon jusqu'à ce qu'ils ressortent propres. Il vérifia les supports de la lunette, ajusta le dégagement oculaire, chargea 5 cartouches neuves. À 14h, un ordre arriva du quartier général de la division. Le commandant du bataillon voulait voir Frank. Frank marcha jusqu'au quartier général en se demandant si Miller avait déposé un rapport négatif. Engagement non autorisé, dépenses excessives de munitions, opération en solitaire, sans soutien. Au lieu de cela, il trouva Miller et 2 autres officiers qui l'attendaient. L'un d'eux était le colonel Henderson, le commandant du régiment. Le colonel avait une question. Frank pouvait-il entraîner d'autres hommes à faire ce qu'il avait fait? Frank dit qu'il pouvait essayer, mais cela nécessiterait du temps et des fusils avec des optiques et des hommes qui savaient déjà tirer. Le colonel dit que la division avait 14 fusils Springfield avec de vieilles lunettes Unertiel en réserve et qu'il avait 40 hommes dans le régiment qui s'étaient qualifiés comme experts avant le déploiement. Le colonel voulait que Frank crée une section de tireurs d'élite, entraîne les hommes, développe des tactiques, élimine tout tireur d'élite, allemand restant dans les zones opérationnelles américaines. Frank accepta, mais il avait une condition. Il voulait garder son propre Springfield. Le colonel approuva la demande. Frank garda son arme. Les 14 autres fusils
alerte aux hommes que Frank allait entraîner. L'entraînement commença le 27 juillet. Frank avait 40 hommes rassemblés sur un champ de tir de fortune à 3 km à l'est de Carrenton. Les hommes étaient d'excellents tireurs sur le papier. Ils s'étaient qualifiés avec des mires métalliques à des distances allant jusqu'à 450 mètres. Mais aucun d'entre eux n'avait d'expérience de combat en tant que tireur d'élite. Aucun d'entre eux n'avait tué un homme en étant dissimulé. Frank commença par les fondamentaux: contrôle de la respiration, pression sur la détente, lecture du vent. Les fusils Springfield d'entraînement, équipés de lourdes lunettes Onertel, pesaient près de 5 kg, plus lourd que le Garand, plus lourd que le propre Springfield allégé de Frank. Le poids rendait les fusils stables, mais fatigants à tenir pendant de longues périodes. Frank leur apprit à utiliser tout support disponible: rochers, rondins, sacs de sable. Le bocage offrait rarement des positions de tir parfaites. Les tireurs d'élite devaient s'adapter au terrain et créer des plateformes stables à partir des matériaux disponibles. L'entraînement sur le champ de tir dura 3 jours. Frank fit tirer les hommes sur des cibles fixes de 90 à 360 mètres, puis sur des cibles mobiles, puis sur des cibles partiellement dissimulées par la végétation. Le 30 juillet, 32 des 40 hommes pouvaient toucher de manière constante des cibles de taille humaine à 270 mètres dans des conditions de terrain. Frank les divisa en 16 équipes de 2 hommes, un tireur et un observateur. L'observateur portait des jumelles et un fusil Garand. Son travail consistait à localiser les cibles et à assurer la sécurité pendant que le tireur engageait le combat. Après chaque élimination, les rôles pouvaient s'inverser. Cela permettait aux 2 hommes de rester compétents et éviter le point de défaillance unique qui découlait de la dépendance à un seul tireur. Le 1er août, Frank emmena 4 équipes sur le terrain. Leur mission était de nettoyer les positions allemandes à l'ouest de la rivière Vire. Les renseignements indiquaient que de petits groupes de soldats allemands opéraient encore dans cette zone. Pas des tireurs d'élite, juste de l'infanterie des retardataires qui n'avaient pas encore évacué. Les 4 équipes se mirent en position à l'aube. Frank fit équipe avec un observateur nommé Caporal Hayes. Ils s'installèrent sur une hauteur, surplombant un chemin que les Allemands avaient utilisé pour le ravitaillement. À 7h20, un soldat allemand apparut sur le chemin. Hayes confirma la cible aux jumelles. Frank tira. Le soldat tomba. Frank actionna le verrou et chercha d'autres cibles. Aucune n'apparut. Au cours des 6 heures suivantes, l'équipe de Frank engagea 7 autres soldats allemands sur ce chemin. 7 tirs, 6 éliminations, un raté à cause du vent. Les 3 autres équipes signalèrent des résultats similaires. 23 soldats allemands tués ce jour-là. 0 perte américaine. La section de tireurs d'élite poursuivit ses opérations jusqu'au début du mois d'août. Le 9 août, la section avait tué 74 soldats allemands. Le nombre était prudent, ne comptant que les éliminations confirmées où le corps pouvait être observé. La retraite allemande s'accéléra pendant cette période. Les forces américaines poussaient vers l'est pour couper les voies d'évacuation, mais les Allemands menaient des actions d'arrière-garde efficaces. Le 7 août, Frank opérait près d'un carrefour stratégique lorsqu'un fantassin allemand lui tira dessus. La balle frappa Frank à l'épaule gauche. L'impact le fit tourner sur lui-même et le renversa. Hayes traîna Frank à l'abri et appela un infirmier.
La blessure était sérieuse, mais pas mortelle. La balle avait traversé le muscle sans toucher d'os ou de vaisseaux sanguins importants. Frank fut évacué vers un hôpital de campagne près de 40 ans. Les médecins nettoyèrent la blessure et la suturèrent. Ils dirent à Frank qu'il se remettrait mais qu'il avait besoin de repos. Aucune opération de combat pendant au moins 3 semaines. Pendant ce temps, l'avancée alliée dépassa largement le bocage normand. La section de tireurs d'élite de Frank avait opéré pendant 12 jours. 74 éliminations confirmées, 0 perte amie pendant les opérations de tireurs d'élite. La section fut officiellement reconnue par le quartier général de la division. Le colonel Henderson recommanda Frank pour une médaille. Mais la guerre de Frank n'était pas terminée. Pendant sa convalescence, des ordres descendirent du haut commandement. L'armée avait besoin d'officiers de combat expérimentés pour une nouvelle mission hivernale, quelque chose dans les montagnes des Vosges, une opération classifiée. Frank se porta volontaire. En novembre 1944, Frank était dans un train, se dirigeant vers l'est de la France. Son fusil, Springfield M, un 903. A4 était rangé dans un étui imperméable. Frank rejoignit une nouvelle unité interalliée spécialisée dans les tactiques de pénétration à longue portée. L'entraînement eut lieu dans les collines boisées. Froid extrême neige, végétation dense, visibilité limitée. Frank modifia son équipement. La nouvelle campagne impliquerait des patrouilles de plusieurs semaines à travers des montagnes gelées. Chaque gramme comptait. Frank remplaça la crosse en bois lourd par une version modifiée et allégée. Les modifications réduisirent le poids du fusil de quelques centaines de grammes. Pas grand-chose, mais sur une patrouille de 2 semaines, avec 27 kg d'équipement, chaque gramme était vital. L'unité de Frank entra dans la forêt des Vosges en décembre 1944. Leur mission était d'avancer à travers les montagnes et de sécuriser des cols clés pour couper les lignes de ravitaillement allemandes. Pas de transport motorisé, pas de soutien d'artillerie lourd, juste des fusils et la capacité de se déplacer rapidement à travers un terrain impossible. Le bataillon de Frank commença la marche le 24 décembre. La première semaine couvrit 133 km à travers des montagnes glaciales. Les cas de gelure augmentaient chaque jour. Frank utilisa son Springfield 3 fois pendant la marche. Une fois à 377 mètres contre un officier allemand dirigeant des troupes à un carrefour. Une fois à 347 mètres contre une position de mitrailleuse. Une fois à 265 mètres contre un tireur d'élite qui avait cloué au sol une patrouille américaine. 3 tirs, 3 éliminations. Frank ne tirait jamais plus d'une fois par engagement pour ne pas révéler sa position. La campagne hivernale dura des semaines. Frank survécut aux Vosges. Son fusil survécut, mais l'arme qui s'était avérée si efficace en Normandie n'avait été utilisée que 7 fois en 3 mois d'opération en forêt dense. Frank réalisa quelque chose pendant ces mois dans les montagnes. Le Springfield était un excellent fusil, mais la guerre moderne changeait. Les fusils semi-automatiques devenaient la norme. En mai 1945, la guerre en Europe s'acheva. Frank retourna aux États-Unis en juillet 1945. Il enseigna les tactiques de petites unités, comment se déplacer à travers les haies et les forêts, comment identifier et engager des cibles à distance. Il garda son Springfield. Le fusil avait voyagé de l'entraînement au bocage normand jusqu'aux montagnes de l'est de